Ok, en ce moment, il se passe pas mal de choses sur la question palestinienne. En fait, ça bouge, comme on a vu aux États-Unis avec les occupations de prestigieuses universités, et en France aussi, on a la même chose avec les écoles Sciences Po qui sont occupées. Et cette semaine, les syndicats lycéens, ils appellent au blocage des établissements contre la guerre à Gaza. D'autant qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a lancé l'ultime assaut sur Rafah, la ville à l'extrême sud de la bande de Gaza, où se concentrent plus d'1 million de réfugiés. La dernière étape d'un plan de conquête par l'armée israélienne qui s'annonce déjà dramatique. La question palestinienne n'a donc jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Donc ça bouge enfin, on en avait besoin, mais on va quand même se poser une question pour essayer de résumer un peu cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il faut s'opposer à la guerre et pourquoi il faut soutenir ces occupations? Amis réfractaires, bienvenue dans le vite fait du jour. On va commencer par le début en faisant un petit bilan simple pour vous dire que ce qui se passe en Palestine est catastrophique. La moitié de la bande de Gaza a été détruite par plus de 50 000 bombes larguées par l'État israélien, faisant de la guerre de Gaza la plus intense du siècle. On parle là de quartiers entiers qui ont été détruits, comme les hôpitaux, comme les universités, comme les mosquées. Tout ce qui faisait la vie des Gazaouis a été bombardé par l'armée israélienne. Le tout maintenu dans une enclave, sous blocus, presque sans nourriture, sans eau, sans électricité et sans aucun refuge. Il y a des dizaines de milliers de morts, sans compter ceux qui sont sur les décombres et sans compter les blessés à vie et notamment les enfants. Les rares aides humanitaires, elles provoquent des émeutes tant la situation là-bas elle est catastrophique. Les humanitaires, eux, sont chassés, traqués et assassinés, tout comme les ambulances, les soignants et les journalistes, tous tués par centaines pour pousser les Palestiniens à la famine sans que personne n'en parle. C'est pour ça que la justice internationale parle de tentative de génocide avec ce qui se passe à Gaza, parce que tout est fait par l'armée israélienne pour détruire un territoire et pour affamer puis chasser les Palestiniens de leurs terres. Le massacre en Palestine, en soi, il est déjà horrible, mais le pire, c'est que ça va plus loin que ça. Pose-toi la question, à ton avis, que va-t-il se passer dans les années à venir pour les millions de Palestiniens blessés, affamés et humiliés, dont les enfants, les frères, les sœurs, les parents ont été assassinés? Que vont devenir les Palestiniens sans maison, sans route, sans bouffe, sans hôpitaux, qui vont encore dépendre de l'aide humanitaire, qui vont être sans doute retrouvés expulsés hors de la bande de Gaza? Et comment des organisations comme le Hamas vont-ils récupérer cette colère pour leurs propres fins politiciennes? En réalité, les crimes de l'armée israélienne viennent de créer toutes les conditions nécessaires pour que des milliers et des milliers de Palestiniens prennent demain les armes contre leurs colonisateurs. Le massacre en Palestine est donc une promesse, celle d'une guerre permanente. Et tout ça dans une région où tu as déjà des conflits qui sont possibles entre Israël et l'Iran, par exemple avec l'affaire de l'arme nucléaire ou les bombardements israéliens dans le consulat iranien en Syrie. Mais aussi avec le Hezbollah libanais sur le partage du gaz en Méditerranée, entre les Kurdes et différents États qui veulent reprendre la main sur leur pétrole. Bref, cette promesse de guerre permanente en Palestine, c'est le risque permanent aussi d'un embrasement de la région entière. En réalité, lutter contre la guerre à Gaza, c'est lutter contre l'extension d'un conflit qui demain pourrait devenir mondial. Alors que faire pour arrêter ça? Déjà, se rappeler d'une chose, les crimes sont organisés par l'État israélien, dirigé par une coalition d'extrême droite avec Netanyahou à sa tête, et ce Netanyahou-là, il est fragile. Avant le 7 octobre, il y avait d'immenses manifestations en Israël contre Netanyahou qui voulait s'accorder les quasi pleins pouvoirs avec sa réforme judiciaire. Il voulait renforcer son pouvoir contre sa population, exactement ce que lui permet aujourd'hui sa guerre contre les Palestiniens. Ce qui renforce son alliance avec les ultra-orthodoxes de son gouvernement qui refusent un cessez-le-feu et la libération d'otages palestiniens, même en échange d'otages israéliens. Et cette contestation, elle a repris ces derniers mois contre le gouvernement qui ne fait rien pour libérer les otages. Tous critiquent Netanyahou et tous demandent son départ et de nouvelles élections. Des manifestations qui se sont renforcées ces derniers jours puisque Netanyahou a refusé un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas. Certaines familles d'otages prennent même la parole pour dire qu'ils sont capables de brûler le pays si des accords ne sont pas acceptés. Et si Netanyahou tombe avec lui sa coalition. Et il faut espérer que ses remplaçants vont avoir politiquement intérêt à juger Netanyahou pour le mettre en prison et surtout pour récupérer les otages et stopper l'escalade militaire qui ne va produire que des guerres à répétition contre toutes les populations de la région. Bref, on sait d'où vient la guerre et on sait qui il faut viser pour l'arrêter.
Sauf qu'en disant ça, on peut se poser une autre question. Si Netanyahou il est si fragile, comment ça se fait qu'il est toujours en place alors que tu as eu énormément de condamnations internationales? En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose. Le droit international ne permet pas la paix. Il n'est pas là pour empêcher les colonisations, les blocus, les guerres et les massacres, malgré les grandes déclarations de l'ONU ou de la Cour pénale internationale. Rien ne change en Palestine parce que rien, concrètement, économiquement et politiquement, ne force l'État à arrêter le massacre. Attendre que le droit international règle l'affaire, c'est laisser les criminels de guerre agir sans contrainte. Le droit international ne contraint jamais. Par contre, il nous donne la légitimité d'agir et ça c'est pas mal. Du coup, c'est plus nous contre Israël, c'est nous, l'ONU, la CPI et les ONG contre la politique de l'État israélien. Le droit international ne dispose en réalité d'aucune police, d'aucune armée, d'aucune force contraignante, mais nous, le peuple, par nos actions, par nos grèves, par nos blocages, on peut contraindre. Surtout que le droit international nous donne pas mal de revendications qu'on peut reprendre et qui sont reprises un petit peu partout, comme les embargos ou les sanctions. Et de son côté, Macron, lui, il fait le beau, tu sais, avec des grandes déclarations en mode il défend les Palestiniens. Sauf qu'en réalité, on le sait bien, il n'oppose rien à Netanyahou, ni sanctions, ni embargo, ni blocus, ni pression diplomatique. Par son inaction, il soutient la politique de l'État israélien, une complicité qui s'explique pour plusieurs raisons. Et parmi elles, le fait que l'économie israélienne est une grande opportunité pour les multinationales françaises. La montée en tension arrange aussi les affaires des vendeurs d'armes français, second exportateur mondial, qui se font des milliards dans le Proche et Moyen-Orient. Sans parler aussi des enjeux géopolitiques d'avoir un allié comme Israël dans la région, ou encore les jeux d'influence de l'administration états-unienne pour défendre son allié. Bref, les raisons de soutenir cette guerre sont très fortes pour les puissants français, bien plus que ne le seront jamais les tweets d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU. Ce qui fait qu'il peut y avoir une justice. Il peut y avoir une justice, sauf que ça viendra pas du droit international. Ça va venir parce qu'on va multiplier nos actions qui vont déstabiliser le pouvoir de Netanyahou et donner suffisamment de force aux manifestants israéliens pour dégager leur premier ministre. Ce qui fait que même si l'indignation, elle est nécessaire, elle est utile, elle ne suffit pas. La justice, on l'imposera par la contrainte. Mais il existe aussi une autre raison pour le pouvoir français de soutenir cette guerre. Faut se rappeler qu'en France, nos hôpitaux sont saturés, les prix flambent, on a des révoltes tous les 6 mois avec les agriculteurs, les quartiers, les salariés, les gilets jaunes, tout ça pour lutter contre une même politique d'un gouvernement qui n'a rien de mieux à nous envoyer sur les plateaux télé que Darmanin, Le Maire et Aurore Berger. Bref, la crise politique, elle est réelle, et le gouvernement, lui, il a trouvé une bonne excuse et il se sert de la guerre à Gaza pour se débarrasser de ses opposants. C'est ce qu'on a vu avec tous les procès médiatiques, par exemple autour de la candidature de Rima Hassan, ou encore toutes ces émissions qu'on a vues à longueur de temps qui ne font que répéter la propagande israélienne et condamner tous ceux qui s'y opposent. À coup d'intimidation et de propagande, l'État, la police et les médias ne forment qu'un seul et même bâton capable de diviser puis de mater la population. La classe dominante française, c'est-à-dire la bourgeoisie, se sert donc de chaque crise pour renforcer son pouvoir et prévenir les crises à venir. Il y a la propagande, il y a la répression, mais il y a aussi l'industrie, et ça c'est important. Partout dans le monde, les budgets militaires explosent avec d'immenses investissements dans le complexe militaro-industriel, le tout soutenu par des États qui se préparent à une guerre de haute intensité avec des machines de mort comme on n'a jamais vu auparavant. En fait, la guerre en Ukraine, elle a été un gros stimulant pour l'industrie de la guerre, une des rares qui tourne à plein régime et qui peut porter une économie capitaliste en pleine crise de production. Petit à petit, le système est en train d'évoluer et aujourd'hui, on a une propagande de guerre couplée à une industrie de guerre menée par des États autoritaires et une police répressive aux ordres. Voilà ce que nos dirigeants sont en train de préparer. Et la question qu'il faut se poser, c'est il se passe quoi à votre avis si on les laisse faire? Si on se contente de regarder les médias qui répètent la même propagande de guerre, si on laisse notre État renforcer le complexe militaro-industriel encore et encore, à votre avis, si on le laisse faire, elle va finir comment cette histoire? C'est pour ça qu'il ne faut pas juste dénoncer la politique d'Emmanuel Macron, il faut bloquer la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça finalement qu'il faut bloquer les universités, qu'il faut bloquer les lycées. Parce que le blocage, c'est dire qu'il y a des choses plus déterminantes pour notre avenir que des cours, qu'il y a des questions qu'il faut impérativement se poser nous-mêmes parce que personne ne le fera à notre place. Il faut se poser 5 minutes et se demander est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de s'opposer à tous ces mécanismes de guerre qui détruisent l'Ukraine, qui détruisent Gaza et qui demain s'attaqueront à d'autres? Est-ce que c'est pas le moment de s'opposer aux subventions pour la guerre, aux services militaires obligatoires, à l'autoritarisme à l'école porté par Gabriel Attal et à la propagande médiatique qui conditionne toute notre société à la guerre? Ne faut-il pas ne serait-ce que réfléchir à ce que les puissants sont en train de faire de notre société et à l'avenir
l'avenir qu'il nous trace pour nous. Et là, dans l'époque où on vit, je crois pas qu'il y a des questions plus importantes que celle-ci. Et même nous qui sommes plus lycéens ou étudiants, on peut se poser la question, est-ce qu'on va les laisser agir seuls? Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas nous-mêmes nos actions en même temps qu'eux? Est-ce qu'on va pas les protéger des flics qui, après les gilets jaunes, après les manifs retraites, après les écolos et après les quartiers, vont réprimer les jeunes qui se battent aujourd'hui contre la guerre? On peut s'inspirer des États-Unis où des militants font circuler cette affiche qui demande aux travailleurs de protéger leurs enfants contre la police. D'ailleurs, t'as même des gens aussi aux États-Unis qui ont bloqué des convois d'armement qui partaient pour Israël. Bref, des actions, il y en a déjà eu, on peut les refaire et même mieux les massifier. Alors même si on a envie d'agir, on peut se poser la question, genre, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et là, il faut réfléchir à ce qui s'est passé dans les semaines dernières et vous pensez bien qu'à un moment donné, t'as bien eu des types pleins d'assurance pour dénoncer les premières occupations états-uniennes en disant aux étudiants que ça servait à rien leur action. Résultat, aujourd'hui, tu as des dizaines d'universités aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui sont aujourd'hui occupées. C'est un sujet politique ultra fort dans le pays qui pèse pour les campagnes présidentielles états-uniennes. Donc oui, manifestement, ça a servi à quelque chose. Donc faut arrêter de dire tous en même temps que seul on peut rien faire. On peut faire les choses. En fait, on est plein à vouloir faire les mêmes actions, sauf qu'on est persuadé d'être seul. Sauf que c'est pas le cas. On n'est pas seul. Il y a énormément de choses à faire. En tout cas, on a besoin de le faire parce qu'il faut qu'on désobéisse. On a besoin de s'opposer à ces mécaniques froides, mercantiles et politiques qui nous condamnent à la guerre, mais aussi à la crise économique, aux injustices et au délitement écologique. Parce qu'on s'habituerait presque dans tout ça, tu sais, à se dire que l'avenir il est pourri, tu vois. Il manquerait plus qu'on soit suffisamment nombreux à agir pour se convaincre du contraire, tu crois pas? En description, on vous met un tract pour mobiliser ton lycée, ton université, ton lieu de travail et tes potes. Tu peux le modifier, l'imprimer et le distribuer ensuite pour mener des actions et former des collectifs. Et si tu as besoin d'un coup de main, si tu veux rentrer en contact avec d'autres personnes, si tu as besoin de conseils, même si tu as besoin de motivation, si tu veux partager ton ressenti, nous, on est là. Le Canard Réfractaire, c'est un média militant, donc on est à la disposition des militants. Tu peux nous contacter par Instagram, par Twitter ou par mail sur sabouge@lecanardréfractaire.org. Comme ça, même si tu te crois seul et que même si tu fais une action seule, tu peux la filmer et faire des photos et nous l'envoyer. Comme ça, tu vas avoir des milliers de personnes qui vont être au courant de ton action. Et n'hésite pas à mettre par commentaire si toi aussi tu es chaud pour participer à des actions contre la guerre, juste pour qu'on sente combien on est. C'est là-dessus qu'on termine ce vite fait qui a été écrit comme un tract pour pousser à la mobilisation. J'espère que ça vous a plu. On rappelle rapidement que le Canard Réfractaire, c'est un média indépendant et qui est indépendant justement parce qu'il est financé par vous, par vos dons. Et là, il ne vous reste que 30 jours pour participer à notre financement annuel qui va nous permettre de rempiler pour une saison 5. Vous pouvez donner quelques euros mensuellement sur Tipeee ou directement aller sur notre page Hello Asso. Merci à tous les donateurs, vous avez été très nombreux la semaine dernière à nous soutenir, ça nous a fait vraiment plaisir. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.